Démarrer ce webinaire. Je voulais vous présenter rapidement l'Institut et puis qu'on se donne quelques règles pour passer ce temps ensemble. Donc, on est ensemble jusqu'à 14 heures. On vous invite, comme vous le faites déjà, à laisser vos micros coupés et puis, si vous le souhaitez, allumer vos caméras. C'est quand même un peu plus convivial. N'hésitez pas tout du long en fait, de cette session à commenter ou poser des questions dans le chat dont j'assurerai la modération avec également les personnes qui animent ce webinaire que je vais vous présenter. Donc, avant ça, quelques mots sur l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Nous sommes un organisme d'intermédiation qui a été créé en 2014 et notre rôle, en fait, c'est de favoriser la coopération entre les différents types d'acteurs qui sont engagés dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qu'on va nommer EFC tout au long de ce webinaire pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec le terme. C'est donc à ça que ça fait référence. Donc, je disais différents types d'acteurs, autant des acteurs privés que des acteurs publics, des organisations associatives. Tout le monde, en fait, a sa place dans la communauté EFC aujourd'hui. Et on se réunit autour d'une visée commune de transformation sociale et environnementale avec, on va dire, une conviction clé et partagée qui est que cette transition qu'on appelle de nos voeux ne peut pas se réaliser sans une transition économique qui embarque aussi les questions de notre rapport au travail. Donc, nous, notre enjeu, c'est justement de travailler à la convergence entre ces intérêts économiques, la transformation des organisations et les enjeux sociaux, ainsi que les préoccupations environnementales. Et donc, à l'Institut, on a différentes missions, notamment celle de regrouper et d'animer des réseaux d'acteurs, donc à la fois les clubs et les dynamiques territoriales, qui sont des espaces donc à l'échelon régional ou local, d'espaces d'intermédiation autour de l'EFC, mais aussi des entreprises et des territoires qui s'engagent dans une trajectoire qui relève donc du référentiel qui est à l'œuvre et auquel Romain et Thibaut vont faire référence tout du long de ce webinaire. Et puis, on travaille aussi donc, à l'animation d'une communauté de pensée et d'action et également à la production de connaissances qui peuvent être utiles à l'action. Et c'est l'objet aussi de l'animation de ce temps d'animation, qui est celui de pouvoir transmettre en fait le fruit d'un travail qui a été mené dans le cadre d'un atelier sur la question des achats publics. Donc, Romain va vous présenter, pardon. Je vais lui laisser la parole. Romain Demissy, qui est intervenant chercheur au laboratoire Athémis. Et puis, on est également en présence de Thibaut Guessens, qui est très impliqué au sein de l'Institut, puisqu'il assure actuellement la direction par intérim. Et il est également acheteur public au sein du groupement de commandes du lycée Condorcet à Lens. Voilà, je vous laisse du coup prendre la suite. Et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Merci Roxane. Je vais tout de suite partager mon écran comme ça, ça sera fait. Hop. Donc, comme l'a dit Roxane, donc moi je suis Romain Demissy, et puis donc on aura Thibaut qui va intervenir juste pour vous dire un peu le déroulé du webinaire. D'abord un rapide retour à la fois sur les raisons qui ont amené à la construction de cet atelier sur la commande publique, qui est devenu ensuite atelier sur les achats publics, et ensuite faire le lien avec en fait toutes ces questions de transition et comment finalement, quelles questions soulèvent finalement ces enjeux de transition dans la commande publique et dans les achats publics. Et puis on aura ensuite une illustration par une démarche qu'a engagée Thibaut en tant qu'acheteur au sein du groupement, un groupement du lycée Condorcet à Lens, sur notamment des enjeux alimentaires. Pour peut-être donc, dire tout de suite quand même ce questionnement entre les achats publics et l'EFC, en fait, il vient de plein de mouvements qui se rencontrent. Il y a un mouvement, on pourrait dire, du côté, là, nous, à Thémis, on accompagne de longue date, qui est du côté des acteurs économiques au sens un peu large du terme, et notamment les entreprises, les associations, de penser d'autres modèles économiques qui soient plus en phase avec les enjeux du développement durable. Et donc, ces enjeux, ces actions autour des modèles économiques prennent la forme soit de parcours d'accompagnement collectif de structures, soit d'accompagnement individuel. Enfin, bref. Il y a une sorte de lame de fond. Vous savez que depuis 2012, c'est un peu plus de 300 entreprises qui sont engagées dans leur transformation de leur modèle économique.
pour tenir, en fait, ménager deux choses qui paraissent incompatibles, on pourrait dire sur le papier, en tout cas dans la manière de penser habituellement, que sont à la fois les questions de transition écologique et sociale et les questions de développement économique. De penser les deux, donc ce que disait Roxane en introduction, c'est en fait on a besoin de penser une transition économique qui intègre en fait les enjeux de transition écologique et sociale. Et en fait, il y a tout un tas d'entreprises qui se posent ces questions-là. De l'autre côté, du côté des opérateurs publics, on a un intérêt aussi pour ces questions, parce que la transition, c'est quand même un sujet qui nous occupe tous, qui nous préoccupe tous. On voit avec notamment des collectivités qui sont beaucoup engagées sur des questions de transition, sur des questions aussi soit d'adaptation au changement climatique, mais aussi beaucoup de prévention, réduction des effets d'externalités négatives liées aux activités. Et en fait, une ambition très forte de développer les achats durables. Alors, ça a pris plein de formes différentes, mais durable ou responsable aussi, des fois. On avait commencé un peu de travaux, notamment avec l'OPSAR, qui fait justement un peu un panel tous les ans de ces achats responsables. Et un intérêt grandissant, on pourrait dire, si on pousse un peu plus loin, c'est même un intérêt qui se solidifie, y compris dans la loi, puisque en 2000, la loi climat résilience de 2021 va imposer notamment 100% de marché avec au moins un critère environnemental à un horizon assez proche. Dans le même temps, on a une double idée, il y a un intérêt pour les acheteurs publics aussi parce que la commande publique représente une masse assez substantielle d'achats. C'est quand même pas anodin dans notre économie, ça représente quand même un volume assez important d'activité. Et donc, en fait, il y a un effet de levier espéré à travers cette commande publique. Et malgré tout ça, on pourrait dire, malgré tous ces ingrédients convergents, qu'on rencontre des deux côtés de la barrière, on pourrait dire, hein, c'est du côté des entreprises un truc où on dit « Ah, mais ça ne marche pas, on n'arrive pas à rencontrer la commande publique. Ce que l'on cherche à développer, à proposer ne rentre pas dans les cases. » Et puis de l'autre côté, des acheteurs qui disent on voudrait bien faire plus, on essaie de faire plus, mais on peine à trouver, soit du côté du sourcing, soit dans la relation ensuite aux entreprises, des choses qui soient à la hauteur des enjeux qu'on essaie de défendre. Et donc, on pourrait dire cette insatisfaction des deux côtés qui amène à se dire mais comment ça se fait alors que tout le monde a l'air volontaire? Ça va nous permettre de revenir notamment sur la question de coopération, qui est qu'avoir envie, c'est le début du chemin, mais on est loin d'avoir fait disparaître toutes les questions uniquement en ayant envie. Donc on pourrait dire l'envie est là, mais se pose la question de comment ensuite cette envie devient opérationnelle. Alors, un des points qu'on a eu très fortement en tête quand on a fait l'atelier, à vrai dire, et dès le début en fait de nos travaux sur cette question, ça a été d'éviter, on pourrait dire, des raccourcis qui peuvent être pris. On pourrait dire des choses qui ressortent comme ça un peu rapidement, mais on a essayé à chaque fois, si on tombait dans cette route-là, de ne pas s'y arrêter. Alors, on va voir dans le récit de Thibaut que, effectivement, on retrouve des éléments de ces conclusions, mais après avoir fait le chemin, ça c'est quand même autrement plus intéressant. Typiquement, on voulait éviter, par exemple, comme conclusion de nos travaux, de dire « Ah, mais en fait, pour faire de l'EFC dans la commande publique, il faut changer le code des marchés et notamment abandonner les contraintes qui sont liées à la passation de marchés publics. » Ça nous semble une fausse bonne idée, on va dire ça comme ça, ou plutôt une très mauvaise idée, parce que d'une part, on n'a pas une puissance telle que l'on puisse faire changer la commande publique, enfin le code des marchés comme ça du jour au lendemain. Et puis, deuxième chose, c'est que les contraintes, ce qu'on appelle contraintes sur la commande publique, ce sont aussi des garanties pour les citoyens que nous sommes aussi tous, d'une transparence, d'une normalité de la vie démocratique. Et donc, ça ne nous semble pas non plus absurde qu'il existe un code des marchés publics avec des règles, et ces règles ne sont pas toutes à mettre à la poubelle, loin de là. D'ailleurs, on a très vite vu que finalement, dans les règles dans l'état actuel des règles régissant le code des marchés, il y a déjà des possibilités de travailler. Ensuite, cette idée qu'il faudrait, avant de faire quoi que ce soit, convaincre ses élus, pour les collectivités notamment, c'est l'idée quand même que, alors c'est pas faux, hein, qu'en même temps les élus ont besoin d'être sensibilisés aux questions de transition et aux enjeux économiques liés à ces enjeux de transition. Pour autant, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'affaire. On peut aussi avoir des actions sans que ça passe par tout de suite une compréhension pleine et entière de la part des élus de l'ensemble de ce qui va se faire,
mais plutôt un travail au long cours à mener avec eux, y compris par l'expérience, qui peut là aussi du coup être un levier d'intervention. Alors, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que aller vers la prise en charge de ces enjeux de transition écologique et sociale, ça a aussi des conséquences finalement sur la charge de travail des agents eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas sans conséquence sur l'activité à l'intérieur des collectivités ou des acheteurs publics, enfin des services d'achat public et même plus largement du fonctionnement des établissements publics. Alors, je vais faire une histoire très très rapide comme ça, mais en fait, on a ce travail sur la commande publique, il a une antériorité, il a commencé notamment en rapport avec le CERD, qui est un centre de ressources qui porte notamment sur le développement durable, qui est dans la région des Hauts-de-France. Je crois avoir aperçu Clélia, qui fait partie du CERD, et qui travaille notamment ces questions de modèle économique et qui suit pas mal les travaux sur la commande publique, qui continue encore dans cet espace. Et donc, dans le cadre de ce groupement dans le cadre des travaux du CERD sur ville durable et nouveaux modèles économiques, était apparue notamment cette question de la commande publique. Le Club Noé ensuite, qui est donc le club qui fait partie du réseau de l'Institut, qui œuvre dans les Hauts-de-France, avait repris à travers un atelier régional cette question. Et puis, on avait débouché finalement en 2018 sur la création d'un atelier qu'on a co-animé avec le CIRID, et notamment James Pedron principalement, CIRID qui anime lui-même un club EFC en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on a constitué un atelier qui a connu 4 saisons, dont le principe, c'était partir plutôt de retours d'expérience, partir d'acteurs de la commande publique qui essaient de rendre plus responsable leur action, pour voir comment, à partir du référentiel de l'EFC, on arrivait à soutenir quelque part les questionnements que se posaient ces différents acteurs, les aider aussi à élaborer des nouvelles formes d'intervention. Et dans ce cadre-là, on a eu notamment, plusieurs fois d'ailleurs, le témoignage de Thibaut qui nous a expliqué ce qu'il essayait de faire à travers notamment son marché sur le bof beurre œuf fromage. On reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà, on aura une explication. Mais donc, vous voyez, un principe qui était plutôt de partir des expériences en se disant que les acheteurs publics ne nous ont pas attendus pour tenter des choses, et partir de ces expériences et de ces tentatives, les éclairer à partir du référentiel de l'EFC pour voir ce qu'on peut soutenir, renforcer, là où on repère des dilemmes, des questions nouvelles. Alors, ça nous a amené à un premier point, c'est constater que l'achat public ne fait pas exception à l'ensemble des activités économiques dans notre pays. C'est-à-dire que cette activité est elle-même marquée par finalement des procédures, une logique qui est inspirée de ce qu'on appelle la logique industrielle. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'EFC dans la salle, je vais te faire un rappel rapide. L'un des propos centrales de l'EFC, c'est de dire l'EFC, c'est une proposition d'alternative d'une autre manière de regarder l'économie que la manière que l'on a de faire depuis 250 ans, qui, pour le dire très vite, considère un peu toute activité économique comme si on était dans la production de biens, comme si on fabriquait des objets, et que l'enjeu était la qualité de ces objets, la diffusion de ces objets, l'accessibilité à ces objets. Mais ne se pose pas la question de l'utilité, ni des conséquences, des externalités générées par la production de ces objets, ni même finalement de l'usage réel, c'est-à-dire de ce qui se passe en vrai quand ces objets sont mis au service d'une autre activité. Et donc, l'EFC va prendre une distance en essayant de développer une autre logique, qui est ce qu'on appelle une logique servicielle, c'est-à-dire essayer de partir plutôt des effets utiles, des intentions, de ce que l'on cherche à tenir comme effet utile, en intégrant le plus possible, c'est-à-dire en ayant en tête que cela a une certaine utilité, que de prendre en charge les enjeux du développement durable ou les enjeux de la transition, c'est-à-dire à la fois les enjeux écologiques, sociaux, qui ont une valeur, puisque si on arrive à préserver un peu notre planète, ça n'est pas sans utilité, et donc l'intégrer dans cette dimension servicielle. Et donc, la commande publique est elle-même marquée par finalement cette pensée industrielle. Je vais très vite, mais ça se retrouve dans la figure du marché, qui est un peu l'archétype, où on a un acheteur qui sait exactement ce qu'il veut, qui conçoit un cahier des charges, dans lequel il dit aussi, dans lequel il dit ce qu'il veut et comment il veut que ce soit réalisé. Puis on a des opérateurs qui doivent
réaliser ce cahier des charges de manière conforme, et puis on vérifie à la fin qu'on a bien eu la conformité de ce qu'on avait commandé. Et vous voyez, derrière cette idée-là, il y a cette idée d'une maîtrise de A à Z de ce que c'est finalement l'opération d'achat et sa valeur. Alors que, on pourrait dire, les usages réels, concrets, là où se joue finalement le vrai enjeu de durabilité, ben, ça reste assez souvent mystérieux. Alors, c'est de temps en temps travaillé en faisant une analyse du besoin ou ce genre de choses, mais toujours, ça reste dans une version figée de l'affaire, c'est-à-dire assez loin de la dimension servicielle. Alors, je pourrais répondre aux questions pour préciser un peu plus s'il faut tout à l'heure. Mais une fois qu'on part donc de cette idée, c'est de regarder, mais qu'est-ce qu'on a besoin, quels sont les espaces dans lesquels on peut agir dans le processus de la commande publique. Alors, il y a une première chose, c'est que quand on est dans l'achat public ou le marché en tant que tel, on a un périmètre contraint qui ne permet pas complètement de sortir de l'ornière. C'est-à-dire on est un peu piégé. Alors, ça veut dire, on verra tout à l'heure, mais on peut aussi envisager le périmètre de l'action publique, c'est-à-dire il y a peut-être des choses qui n'ont pas besoin de s'acheter, ou plutôt que de les acheter, à construire autrement que comme une opération d'achat, à les réencapsuler dans une action plus large. Mais ça ne va pas être mon propos aujourd'hui, puisque l'objectif, là, c'est de discuter plutôt de la commande publique. Et en fait, quand on reste quand même dans le périmètre d'achat, on peut commencer à repenser toute la trajectoire de l'achat, finalement, toute l'opération d'achat à partir donc d'un avant, d'un après et d'un pendant, et aussi de ce qui se passe, on pourrait dire, autour, à côté des opérations d'achat. Alors, voilà les conclusions que l'on a eues à l'occasion de cet atelier. Donc, d'abord, il y a un point, c'est aller vers des achats responsables, avoir en tête que changer le modèle, vous voyez, sortir de la logique industrielle, sortir de la procédure industrielle pour aller vers quelque chose de plus serviciel, ce n'est pas sans conséquence pour l'organisation du travail. Et donc, il y a tout un champ de questions qui est quand même comment sont organisés les services achats, parce qu'eux-mêmes sont organisés dans une division du travail et une sectorisation des choses qui font que chacun a son domaine et on est dans un modèle en silo, vous voyez, où il y a le politique qui penserait l'objet, les grandes intentions, ensuite on aurait des services techniques qui définissent le besoin, puis ensuite on a des acheteurs qui essayent d'acheter au mieux, et puis ensuite on a un service qui va faire de l'évaluation. Donc cette division du travail, en fait, elle est pensée dans une logique très industrielle, mais quand on commence à rentrer dans des dynamiques plus servicielles, en fait, on a besoin que la conception prenne appui sur ce qui se réalise concrètement, que l'évaluation se fasse tout au long du processus, bref. Et donc ça change pas mal le travail. Donc il faut aussi anticiper dans les opérations, quand on essaye de transformer les opérations d'achat, la commande publique pour aller vers quelque chose de plus coopératif, que ça va demander aussi de poser la question de l'organisation interne. Ça, le témoignage de Thibaut, je fais un peu de teasing, va beaucoup nous revenir sur ces enjeux aussi de penser l'aspect organisation du travail. Alors, sur l'avant, quand on essaie de rentrer les enjeux durables dans la commande publique, on a un enjeu à penser l'avant. Alors, on a aujourd'hui, on pourrait dire, des leviers qui sont utilisés, l'analyse du besoin, le sourcing, la critérisation. En fait, derrière ces enjeux-là, on peut faire ces trois dimensions de manière, là encore, un peu industrielle. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter des ramettes de papier, vous définissez qu'elles doivent être imprime-verre fait à partir de papier recyclé, etc. Bon, très bien. Mais vous voyez, là, vous encapsulez dans l'objet, finalement, l'usage. Si vous posez la question de l'usage, on rentre dans « mais est-ce qu'on a besoin de papier ? Pourquoi on a besoin de papier ?» Et donc, on sort de l'analyse d'un besoin qui serait figé et décidé à l'avance pour se dire « mais au fait, à quoi ça sert ?» Et il y a un champ un peu exploratoire de ce côté-là, de rentrer. Donc, on est moins dans définir un besoin pour en faire un cahier des charges que de se dire « qu'est-ce qu'on essaie de faire à travers la consommation qu'on peut avoir de produits notamment ?» Et donc, il y a une modification derrière cette question-là. Alors, c'était notamment arrivé avec, et c'est lié à la question du sourcing, qui est de repérer qui sont les opérateurs qui peuvent nous soutenir dans une consommation plus responsable. Et une des expériences qui nous avait été relatée, c'était notamment celle qui avait été faite par la région Grand Est, qui avait un service dédié à cette question d'un sourcing durable et d'une analyse du besoin. Donc là, on a un service détaché qui rend service aux autres pour les aider à questionner leurs besoins, pour les aider à trouver d'autres solutions
que celles qui sont, on pourrait dire, un peu évidentes et déjà sur le marché. Dans les enjeux de critérisation, il y a aussi faire rentrer dans les critères autre chose que des critères matériels sur les produits, qui va être par exemple la qualité de coopération avec les interlocuteurs, en demandant finalement une certaine disponibilité, en proposant finalement d'autres aspects de critères que les critères, on pourrait dire, purement attachés au matériel, on avait vu notamment avec Lyon, avec le musée des Confluences, où il y avait cette question, par exemple, de comment il y a une connaissance où il y a une prise en compte de la part du fournisseur, de la spécificité de la dimension culturelle d'un musée, du fait aussi que ça fonctionne par vague, qu'on a des installations à venir chercher et que c'est pas juste c'est pas de l'événementiel bateau, c'est aussi des œuvres d'art, donc ça se manipule pas de n'importe quelle manière. Et donc des critères aussi de qualité de coopération avec les services techniques du musée pour voir finalement décider de la qualité du service qui va être rendu. On a des enjeux du coup d'organisation interne aussi qui se posent, c'est-à-dire comment on imagine la transformation en interne, capable aussi de coopérer avec le tiers. Dans le pendant la réalisation des marchés, se pose la question d'un suivi. Vous savez, souvent les comités de pilotage dans les opérations prennent un peu trop la forme de comités de suivi de la conformité. On regarde, est-ce qu'on est bien à l'avancée qu'on avait dit qu'on serait dès le départ, et on contrôle les pièces, on contrôle les avancées concrètes, techniques, mais on n'a pas une évaluation, une discussion, une régulation sur finalement qu'est-ce qui est en train de se créer, où se situe la valeur, qu'est-ce qui demanderait finalement réellement du pilotage. C'est-à-dire, d'un côté, on est un peu piloté par le cahier des charges, c'est lui qui continue à nous piloter et on voit où on en est du prévu. D'un autre côté, on a une vraie discussion de pilotage pour dire cet aspect-là qu'on avait anticipé n'est pas au rendez-vous. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il faut mettre plus d'énergie, moins d'énergie? Comment finalement on arrive à piloter ou à copiloter avec l'entreprise porteuse du marché, titulaire du marché, pour la suite des opérations? Avec un enjeu qui est très difficile à régler du côté, on pourrait dire, du marché classique, qui est la question de la coopération avec le porteur de la réponse, donc l'entreprise titulaire, puisque on pourrait dire le marché, par définition, il est asymétrique. On est censé avoir la maîtrise d'un côté et puis la réalisation de l'autre, une conception d'un côté et la réalisation de l'autre. Or, la coopération suggère qu'il y ait un réinvestissement de la question, une réélaboration avec l'entreprise titulaire, et donc il y a une nouvelle conception. Alors on va le voir, le témoignage de Thibault là aussi va nous éclairer sur une solution possible pour dépasser cette difficulté. Dans l'après, on a un enjeu dans l'évaluation, notamment à la fin du marché. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de la réalisation du marché? Au-delà de ce qui a été fait et pas fait, on peut dire au-delà du test de conformité, qu'est-ce qui a été fait en plus, qu'est-ce qui a été fait à part, qu'est-ce qui n'a pas été fait et comment on a une interprétation commune du contenu de cet écart. Avec deux objectifs, à mon avis, importants. C'est un objectif d'apprentissage du côté des services publics qui va être de se dire qu'est-ce qu'on apprend de neuf, qu'est-ce qu'on a besoin de revoir sur le périmètre de jeu dans lequel on se trouve. Et puis, il y a un objectif quand même vis-à-vis des entreprises, de leur faire apprendre aussi là où se situent finalement les attentions, là où il y a des choses stratégiques qui n'étaient pas complètement vues à l'avance, parce que tant qu'on n'en a pas les preuves, on pourrait dire c'est un peu compliqué de l'anticiper, mais des points chauds sur lesquels il faut absolument faire attention, des vrais critères de qualité quelque part. Là où il y a effectivement un enjeu de qualité extrêmement fort. Avec l'objectif aussi de repérer des innovations, des nouveaux objets potentiels, donc repérer ce qui se passe d'intéressant dans les marges, en se disant, mais est-ce que là, on ne tient pas finalement dans cette marge quelque chose qui pourrait devenir plus la règle et qui pourrait être le cœur d'une nouvelle coopération? Et puis, là encore, la question se pose dans l'après, si on a une satisfaction ou si on a une construction d'un marché qui permet de prendre en charge concrètement des tas d'enjeux environnementaux, sociaux, et puis aussi d'opérateurs d'une transformation économique, est-ce que ça vaut le coup de rester dans ce schéma séparé entre acheteurs et offreurs du côté de la commande publique, et est-ce qu'on n'a pas la possibilité de développer d'autres formes d'action? Un autre point qui est beaucoup intervenu dans nos travaux, c'est aussi comment finalement
au-delà, on pourrait dire, d'une expression à travers chaque marché de l'intention des collectivités ou des acteurs publics en général, on peut aussi avoir un aspect de présenter plus largement aux acteurs économiques de son territoire ce que c'est finalement la stratégie, ce à quoi on tient, ce qu'on cherche à développer, dire ce qu'on aurait envie de voir advenir pour aussi que les entreprises locales puissent s'orienter, se préparer et donc aussi être à la hauteur quelque part des ambitions. Ça, c'est un truc qui, par exemple, alors je ne sais pas si Delphine Cavalion de Grand Est, du Club Grand Est est présente de Initiative Durable, mais on avait travaillé avec notamment l'Eurométropole de Strasbourg, et ils nous avaient dit que chaque année, ils faisaient une sorte de forum où la collectivité vient présenter finalement ses perspectives à elle de commandes publiques, d'achat, son orientation générale, ses attendus, de manière à ce que les entreprises puissent elles-mêmes se positionner vis-à-vis de cette question de la stratégie. Alors, peut-être d'ailleurs que se joue la question aussi de partager cette stratégie, c'est-à-dire pas simplement faire en mode descendant, je vous communique sur ma stratégie d'achat et mes orientations, mais de dire, et vous, sur quoi vous travaillez? C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un mécanisme comme ça d'aller-retour complètement détaché de l'opération d'achat, mais vu comme un investissement permettant finalement de développer le caractère à la fois durable et d'orientation de l'ensemble du tissu vers les éléments, on pourrait dire, de demain, les leviers de demain pour agir de manière coordonnée. Voilà. Enfin, le dernier point qui est apparu pendant l'atelier, alors qui a été apporté par Thibaut, qui un jour nous dit mais vous n'avez pas vu passer ce truc qui a été notamment bossé par le ministère des Armées et plein d'autres ministères sur cette question du plan de progrès dans la commande publique. Et la première fois, nous disant regardez, ça vaut le coup, etc. Et puis, il a suivi la pensée, Thibaut, des faits, puisqu'il a dit je vais essayer de le faire chez moi, dans mon organisation, d'essayer de voir mettre en place finalement ce plan de progrès. Alors, je vais le dire beaucoup moins bien que Thibaut, qui va beaucoup l'illustrer après, donc je vais essayer d'être un peu ramassé et court. Ce qui est intéressant avec l'option du plan de progrès, c'est qu'en fait, ça permet de ne pas complètement cadrer le marché dès le début, mais de dire pour un certain nombre de questions, de critères, de sujets, on va garder ouvert la possibilité d'avoir un premier temps d'expérience ensemble, et puis ensuite une évaluation avec l'entreprise titulaire pour voir comment on s'organise pour tenir ou pour remplir le mieux possible des critères qu'on se sera fixés ensemble. Et cette démarche-là, elle permet, alors j'ai simplifié à l'extrême, cette démarche-là, elle permet notamment de réintroduire un enjeu de co-conception dans une démarche, dans une relation de marché. C'est-à-dire, pour des questions où on ne sait pas à l'avance comment s'y prendre, on va pouvoir ensemble concevoir la manière d'opérer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une démarche extrêmement contraignante. On n'est pas obligé de produire le plan de progrès au moment de la remise des réponses. On est mis au courant qu'il y a un plan de progrès et le fait que ce ne soit pas très contraignant, ça fait que les acheteurs n'hésitent pas, ne sont pas tremblants. Ce n'est pas comme des nouveaux critères qui seraient des critères éliminatoires où on se dit « Ah mince, est-ce que c'est le bon critère ? Est-ce que ce n'est pas un critère trop restrictif ? Est-ce que ce n'est pas un critère qui déforme le marché ?» Là, on a un truc où on dit « On ne sait pas très bien ce que va être finalement la construction de critères. Par contre, on s'engage à avoir la discussion. » Et je pense que ça, ce caractère moins contraignant fait que finalement, on pourrait dire, au moins formellement, ce n'est pas aussi coûteux que ça à mettre dans un marché. Je dis au moins formellement parce que vous voyez la ligne juste en dessous. Par contre, c'est une démarche qui demande de se préparer en interne à être capable de répondre, en fait, à être capable d'être à la hauteur de l'exigence que ça représente. Parce que, comme ce n'est pas très contraignant, si on le met dans un marché mais qu'on ne fait pas vivre le plan de progrès derrière, en fait, il n'a pas d'utilité, il ne permet pas finalement de produire les effets qui pourraient être à l'intérieur de ce plan de progrès. Alors, pour boucler la boucle, alors je ne sais pas, peut-être qu'on prendra les questions après, je ne sais pas ce que tu en penses, Roxane, à moins qu'il y ait des questions vraiment de compréhension là, mais ce que je vous propose pour aller un peu plus loin dans l'affaire, c'est de passer au témoignage de Thibaut. Alors, je vais arrêter le partage, ce sera plus sympa si on te voit en grand.
pour commencer par une première question, peut-être Thibaut, est-ce que tu peux alors déjà nous rappeler un peu qui tu es, où tu es et comment tu es aussi arrivé là, parce que tu n'es pas non plus neutre dans l'EFC. Alors le fait que tu reprennes là en plus dans l'Institut une charge assez lourde montre bien que tu es très investi. Mais peut-être donc déjà nous redire un peu voilà, le contexte dans lequel tu arrives sur ces questions-là. Et puis après que tu nous situes un peu le décor du point de départ de ce marché avec cette expérience du plan de progrès. D'accord. Merci Romain. Alors bon, donc je me présente rapidement. Je suis Thibaut Guessens. Actuellement, je travaille à l'intendance dans un lycée et donc c'est à ce titre que je suis responsable coordonnateur d'un groupement de commandes beurre, œuf, fromage, BOF, comme tu l'as si bien dit. Alors, j'ai été pendant 8 ans directeur général des services de la ville de Los Angeles. C'est là où j'ai croisé les membres fondateurs. D'ailleurs, Los Angeles est membre fondateur de l'Institut. Et donc, on a déjà une histoire ensemble un peu plus longue. Enfin, on voit bien qu'on s'ancre dans des réflexions et des trajectoires et des mises en trajectoire expérimentales qui essayent de dire comment on peut faire du développement durable. Alors sur l'environnement, on arrivait bien à le faire. Sur la question sociale, on découvre un peu plus, mais dans le bassin minier, Los Angeles est dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, hein. Donc, et Lens, le lycée dans lequel je travaille, est aussi dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et sur les dimensions économiques, l'Institut nous amenait à réfléchir un peu plus sur les dimensions économiques. Et donc, quand je rejoins l'administration de l'éducation nationale, j'ai toutes ces idées en tête et dans le pilotage du marché, le rapport aux entreprises est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Alors peut-être que je peux engager hein, alors si, une chose sur l'Institut, aujourd'hui, j'assure, quand on dit la direction, c'est la trajectoire, parce que c'est plus la trajectoire que la direction, ou c'est au sens de la trajectoire, puisque je suis amené à prendre la présidence de l'Institut, hein. Donc, alors, actuellement, donc, pour la question du marché, bof, je reprends ce rapport aux entreprises et à la construction du marché. Dans un premier temps, donc le premier marché, quand c'était en 2017, je crois, on fait des marchés pour 3 ans sur des volumes assez importants, hein. L'Académie de Lille, c'est 384 000 élèves, lycée, collège, enfin, c'est une boîte assez importante. C'est des volumes financiers importants. C'est une responsabilité, c'est très bizarre, qui appartient à la région Hauts-de-France, alors que ce sont des personnels régions ou départements qui fabriquent la nourriture, les repas pour les élèves, qui sont cuisiniers. Et puis c'est nous, administration d'éducation nationale, fonctionnaires d'État dans les rectorats, qui devons instruire les marchés. Donc on a un jeu assez bizarre, enfin assez nouveau. C'était de la décentralisation, les lois de décentralisation qui ont ouvert ce sujet, et où tout d'un coup, on n'aurait pas été jusqu'au bout de la décentralisation, puisque les adjoints gestionnaires sont toujours des fonctionnaires d'État. Alors aujourd'hui, il y a la loi 3DS les met sous la responsabilité fonctionnelle du président de région ou de département. Donc on est dans des organismes un peu à plusieurs têtes comme ça. C'est étant entendu qu'en plus l'agent comptable il est sous le contrôle du juge des comptes. Donc voilà, on a tout un écosystème juridique assez singulier. Je prends en charge la question du marché et je travaille directement avec les équipes de la région. Ils ont détaché, ou en tout cas, il y a une partie des équipes de la direction des achats qui accompagnent les coordonnateurs de groupement de commandes. Alors moi, c'est un marché, volume financier, il y a 70 adhérents sur un bassin d'emploi ou un bassin d'éducation. On appelle ça Artois-Ternois parce qu'on a dû territorialiser les marchés pour une raison un peu qu'on a découvert en faisant ça, c'est qu'à Lens, on ne mange pas de la même façon qu'à Lille. Lens est beaucoup plus pauvre et enfin, le bassin, une dimension ouvrière beaucoup plus ancrée que Lille. On est quand même avec la ville un peu capitale de l'académie, et les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. On mange plus de frites à Lens qu'à Lille. Voilà, c'était un peu le sujet. Donc on territorialise nos marchés, on les allotit aussi,
Et c'est quand même des volumes financiers, pour moi, c'est à peu près 800 000 euros sur 3 ans. Bon, donc ça commence à... On est, pour les entreprises, nous sommes des personnages importants. Donc de temps en temps, on me propose des places sur des festivals de musique bruyante, parce que j'aime assez bien ça. Mais je suis contraint, bien sûr, de les refuser, parce qu'on ne peut pas être soupçonné d'un avantage ou d'une prise illégale d'intérêt. C'est pour vous dire que le rapport aux entreprises, on a l'impression d'être important et je crois que c'est parce qu'on a des volumes financiers derrière qui sont, on fait partie des gros clients, des grands comptes des entreprises. Et la première année où j'instruis le marché avec les équipes et les collègues des groupements de commandes, on est pris par toute une série de critères. Alors on essaye de faire ça le plus intelligemment possible, c'est-à-dire qu'on regarde est-ce qu'il y a combien il y a d'additifs dans les yaourts. Donc on a toute une série de grilles et puis quand on analyse l'ensemble des produits, on reprend, on dit bah tiens là il y a plus ou moins d'additifs. Par exemple, les yaourts grecs, c'est quasiment les yaourts où il y a le moins d'additifs et qui seraient les plus naturels. Et dès qu'on a des produits transformés avec des fruits que les gamins aiment beaucoup, bah, ce sont les yaourts avec le plus d'additifs et qui sont. Donc on essaye de mettre des critères comme ça. On n'est pas dans les critères sociaux et environnementaux. On a des critères d'analyse du marché qui sont qualité des produits, euh, qui sont par exemple sur les fromages, à combien sommes-nous du producteur pour essayer de relocaliser autant que faire se peut les marchés pour donner une dimension, enfin soutenir l'agriculture régionale. Ça, c'est la politique de la région. On pourrait y échapper, mais je trouvais que c'était, enfin, nous trouvions, nous les fonctionnaires d'État, que c'était quand même plutôt intéressant de développer l'agriculture régionale. On avait mis des critères, par exemple, dans ce premier marché qui était, on peut pas dire on veut du lait français, mais on dit on veut du lait qui soit produit, transformé, empaqueté dans le même pays. Alors si c'est 3 fois la Roumanie, ça marche, 3 fois la Pologne, ça marche, 3 fois la France, ça marche. En pensant que ce serait peut-être bien, on va favoriser les entreprises qui auraient fait ce chemin-là. Puis en réalité, ça n'existe pas. En Europe, il n'y a pas aucune entreprise. Le lait circule d'une manière incroyablement ouverte. Et puis, c'est un modèle industriel très, très étonnant. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé coincé. On a dû relancer 2 ou 3 lots pour pouvoir, dans les temps impartis, pouvoir le faire. Pourquoi on fait des marchés comme ça, des groupements de commandes? C'est parce que les collègues adjoints gestionnaires d'un petit collège où il y a 300 élèves, ils sont déjà tellement débordés de travail et la matière des marchés est tellement juridiquement tendue potentiellement si on ne sait pas bien le faire. Alors, il y a un niveau de technicité, donc tout le monde préfère adhérer à un groupement de commandes et puis il y en a un qui le prend en charge pour tout le monde et puis on fait quasiment les mêmes marchés d'un groupement de commandes à l'autre et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Ça permet d'avoir une, un travail qui est pris en charge par quelques-uns qui aiment plutôt bien cette matière et qui déchargent les autres de devoir le faire. Donc il n'y a pas d'intention des collègues de faire autre chose que de se faciliter la vie. C'est pas du tout, on n'est pas dans un rapport aux entreprises, au fait que les enfants mangent bien. C'est déjà tellement compliqué de participer au service public de l'éducation, en tout cas aujourd'hui, que nous, les groupements de commandes, ça nous allait bien. Donc on fait ce premier marché et bon voilà, on arrive bon an mal an à l'instruire et puis on reste sur notre faim parce que on se dit mince, dans l'exécution du marché, on a nos critères et puis on se rend compte que le marché d'avant, les critères évoluent. Donc on évolue nos critères, mais on sait que dans 3 ans, on va refaire évoluer nos critères. Donc on avance comme ça par des sauts, je ne sais pas comment on dit, incrémentation, mais en fait, on n'arrive pas du tout à répondre aux enjeux du quotidien des cuisiniers, des livreurs, des entreprises, et on a du mal à faire bouger les- des petites clauses qui empêchent le marché de changer. Donc, on a eu à un moment donné, je ne sais plus, en 2019, on avait eu une inflation sur le beurre parce qu'il y a une spéculation. Donc, tout d'un coup, les prix deviennent très élevés. Le beurre, c'est un vrai sujet. C'est le plus gros montant financier sur un marché beurre-fromage, hein.
et parce que c'est cher, parce que les cuisiniers l'utilisent en quantité. Donc c'était des quantités importantes et on voyait que ça pouvait déséquilibrer les entreprises qui elles-mêmes, on s'est rendu compte aussi que les entreprises sont en fait des acheteurs. Nous, on est acheteurs publics, mais les entreprises sont acheteurs, puisqu'on achète à des Pomona, à des Cisco, Break, qui sont des grandes multinationales, ou Proledis, qui sont des grosses coopératives qui ont des chiffres d'affaires en milliards d'euros. Hein. C'est vraiment très, très, très important. Et elles-mêmes achètent à des entreprises qui peuvent s'appeler Bell, qui fabriquent la vache qui rit, par exemple, qui est faite à partir de croûtes de fromage. En fait, ce sont les fromages impropres à la consommation, à la vente, qui sont recyclés donc dans une forme de circularité. Donc la vache qui rit, déjà, je, je plaisante dessus, mais quand je rencontre par contre, il m'arrive de rencontrer le gars de chez Bell, le commercial, et on discute de cette question. Entre nous, il y a un acheteur, et comment on dimensionne le marché? Est-ce qu'on dit on veut, par exemple, une crème fondue, ou alors est-ce qu'on veut une vache qui rit? Voilà, on est toujours dans l'hésitation de devoir dire faut-il le nom du produit? Bon, il y a plein de sujets comme ça. Et on était très embêtés par le fait que dans l'exécution du marché, on n'avait pas la main sur le sujet et comment dire, voilà, et chaque année, il fallait, ou chaque 3 ans, il faut réinventer des nouveaux critères en fonction des évolutions. Donc, c'est pas très opérant, c'est un peu pénible. Alors, j'avais pris la question de la loi Egalim est arrivée. Donc, je me suis dit, tiens, il va falloir faire gaffe, les cuisiniers, ça va les impacter, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai mis en place un temps d'échange avec les cuisiniers de mon secteur, hein, de ma zone d'éducation, et quelques-uns qui étaient volontaires, on a commencé à discuter. Et tout d'un coup, on se rend compte que les questions de travail sont vraiment, c'est très 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 concret, mais vous ne pouvez pas livrer le cuisinier entre 11 heures et 1 heure, parce que c'est le moment où il travaille à rendre les repas à la cantine. Donc quand Pomona vient passer sa tournée, qu'il arrive à 10h30, 11 heures, parce qu'il a eu des embouteillages ou des choses comme ça, ben, ça crée des tensions mais graves. Enfin, je veux dire, ça peut devenir violent, les gens s'engueulent, les gens se font la gueule, et puis tout d'un coup, on a moins de gens qui viennent travailler parce qu'il y a ça fait des arrêts maladie. On est pris par des questions du travail des cuisiniers qui sont un peu au cœur de tous ces sujets. J'avais même envie de dire que quand un enfant rentre de l'école, vous, là, si vous avez des enfants, vous lui demandez jamais s'il a appris le théorème de Pythagore. Par contre, vous lui demandez souvent ce qu'il a mangé à la cantine. Donc on sent que les questions de cantine sont des questions extrêmement structurantes en réalité dans la société. Et petit point que je me faisais en aparté aussi, je me rends compte que je crois que la France est le seul pays au monde où on a un service public des cantines. Vous allez aux États-Unis, bah, c'est des privés, vous mangez sur un plateau il n'y a même pas des assiettes, c'est juste des creux, et puis on vous sert des choses pas très bonnes. Alors qu'en France, moi, ça m'est arrivé, je vous assure, hein, manger des coquilles Saint-Jacques ou des noix de Saint-Jacques, voilà, crème de poireau fait par un cuisinier dans une cantine. Alors c'était un repas un peu amélioré, mais ils sont tout à fait capables de faire des trucs. C'est vraiment un métier de cuisinier. C'est vraiment assez intéressant. Donc j'ai entamé une discussion avec ces cuisiniers. Malheureusement, la discussion s'était arrêtée avec le Covid. Mais je sais que c'était quelque chose d'un peu structurant qui m'a tout d'un coup dit waouh, il faut peut-être mieux discuter, plus discuter métier. Vous voulez faire des œufs non coquilles. Vous savez, les œufs aujourd'hui, c'est fait dans des grands seaux, puis vous les jetez où les omelettes sont faites sous vide et vous les mettez à réchauffer. Si vous voulez faire de l'œuf frais coquille et il faut les casser, bah, il faut quelqu'un en termes d'organisation du travail qui vienne dans la chambre machin stérile, pouvoir casser tous les œufs. Donc on voit bien que c'est des questions de métier et d'engagement dans le travail. De l'autre côté, j'avais les entreprises. J'ai commencé à discuter avec en me disant tiens, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là sur la loi Egalim? Comment ça va impacter leur travail? Alors, les entreprises, si vous les mettez ensemble dans une même salle, ne disent rien, elles lâchent aucune information parce qu'ils sont toutes en concurrence. Mais quand on faisait une revue de marché, donc avec celles qui avaient eu un lot
On faisait une discussion avec elles des difficultés qu'elles avaient, comment elles gèrent leur stock, comment elles achètent à leurs fournisseurs, comment elles peuvent soutenir, prendre des risques pour faire une saucisse locale avec un charcutier local. Mais il faut que le marché soit fait de telle manière à ce que dans 3 ans, si jamais ça change d'entreprise, il faut continuer. Enfin, si le marché change l'attributaire, c'est plus Pomona, c'est Cisco. Ben, si l'entreprise est en lien avec Pomona, elle va perdre sur son investissement, elle va perdre de l'argent. Enfin voilà. Ou alors quand on fait une carcasse, je suis désolé, je parle pour les non-végétariens, hein, mais quand on fait une carcasse, c'est idiot que tout le monde fasse du steak au même moment parce qu'il faut pouvoir rentabiliser, entre guillemets, le fait que la bête soit sacrifiée, nous la remercions, pour que les enfants puissent manger. Donc voilà, il y a tout un enjeu pareil lié aux entreprises. Et donc j'avais engagé toute une série de discussions qui se sont un peu arrêtées avec la Covid. Et donc j'ai pas réussi à bien reprendre, mais quand même, et c'est à ce moment-là que j'ai vu effectivement, sur le site des achats de l'État le guide pour un plan de progrès. Et en réalité, le plan de progrès, c'est vrai ce que dit Romain, alors le cadrage du marché, il reste le même, hein. Ce qui change, c'est on peut, en mettant des axes de progrès dans le cadrage du marché, entamer une discussion selon ces axes. Bon, moi, je pourrais vous dire ce que j'avais fait. Augmentation de la part des produits égalimaux compatibles, notamment en fonction de l'évolution de la législation dans les repas servis aux convives, et la qualité des produits. Bon, voilà, c'est très très large comme axe, et on peut à partir de là se dire, on installe une organisation qui fait qu'il y a des discussions entre les entreprises et les attributaires, et puis voilà, entre nous et les entreprises. Et moi, ayant la main un peu sur les cuisiniers, je pouvais tout d'un coup rapatrier la parole des cuisiniers dans un échange avec les entreprises. Et c'était l'idée de lancer, moi j'avais dit, c'est une forme d'organisation réflexive sur cette question. C'est-à-dire que ça ne change pas effectivement fondamentalement les choses, ça permet d'entrer dans une discussion, et s'il y a des gains, eh bien à ce moment-là, on peut rediscuter ensemble de la répartition des gains entre les uns et les autres. Ça, c'était plutôt intéressant parce que souvent on est coincé quand il y a des modifications financières dans le marché par le fait qu'il faille refaire une consultation, on est coincé par ce truc-là. Tout d'un coup, on avait quelque chose qui rentrait dans une forme de dynamique, qui accompagnait des trajectoires, et je trouvais que c'était plutôt intéressant. Alors quand j'en ai discuté, parce qu'on est à plusieurs collègues coordonnateurs de groupement de commandes pour chacun son territoire, on en discute avec la région. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vois bien que les gens disent, oh là là, ça paraît compliqué ton truc, entrer en discussion avec les entreprises, on n'ose pas trop. Alors j'ai dit, écoutez, je suis prêt à porter l'expérimentation avec le lycée Condorcet. Et donc, voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, il faut faire attention, le pouvoir adjudicateur. Le problème, c'est que si jamais je vais trop loin, quand je vois comment c'est fébrile ou ça freine chez les collègues, je me suis dit, bon, je vais vérifier, je vais pas trop le raconter comme ça, parce que moi, j'avais bien conscience des difficultés. Mais je pensais il était, en mettant un peu, pas devant le fait accompli, mais devant c'est quelque chose qui m'a échappé. Je ne l'ai pas mis en discussion avec le pouvoir adjudicateur, et je me suis rendu compte après que le pouvoir adjudicateur n'était pas très heureux de cette clause, parce que ça a été cité dans le rapport parlementaire là, de l'Institut comme quelque chose de très innovant. Et tout d'un coup, il y a eu un frein, parce que le politique a dit, bah, moi, du coup, je ne suis plus coordonnateur du groupement de commande, les lycées sont tout à fait autonome dans cette décision. Et donc, je n'ai pas eu de la légitimité pour faire vivre ce plan de progrès, malheureusement. Alors, quand je dis ça, je vois que d'un autre côté, j'ai une casquette d'élu dans une collectivité à Lens. Et quand je discute avec la directrice de la commande publique, j'essaye de lui dire, moi, en tant qu'élu, en tant que pouvoir adjudicateur, je soutiens une démarche de plan de progrès, mais les équipes ne sont pas en rendez-vous non plus. Donc il y a tout d'un coup un déséquilibre entre pouvoir adjudicateur, pouvoir administratif, et si les deux ne sont pas en réalité, enfin c'est ce que je pense aujourd'hui, hein, peut-être que je n'ai pas trouvé la solution, mais
Si les deux ne sont pas au rendez-vous, ben, on a beau mettre un plan de progrès, comme il n'y a pas d'obligation et que ça prend du temps et ça prend de l'engagement, moi je pense que j'ai toujours pensé que je pouvais le faire. Enfin, j'avais la technologie ou la technique ou la matière à penser et l'accompagnement de l'Institut. Enfin voilà, toutes les discussions qu'on peut avoir avec Romain dans l'atelier aussi permettaient d'avancer sur ces sujets innovants un peu en sécurité, un peu plus en sécurité. Puis mon expérience de Los Angeles où on ne mettait pas de critères environnementaux, mais nous, mettions comme critères d'attribution des marchés des clauses tellement élevées en termes de développement durable qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui étaient en capacité de répondre. Et on arrivait à travailler avec des entreprises qui étaient déjà elles-mêmes engagées fortement. Je pense par exemple à une stratégie de transition énergétique où l'entreprise qui répond, c'est l'Institut Négawatt, et puis c'était la trajectoire Négawatt, ce sont ces gens-là qui nous ont aidés à dimensionner notre stratégie de transition énergétique. Forcément, EDF aurait eu du mal, ou un cabinet conseil sur l'énergie aurait eu un peu de mal à répondre seul. Il y a une telle exigence. Donc ça c'est quand le DGS et le maire sont raccords, on monte tous les critères, on n'a peut-être pas forcément besoin du plan de progrès, mais on ne l'avait pas comme outil à l'époque, on aurait été coincé par les marchés. Là, dans une administration un peu plus traditionnelle, avec un effet caserne quand même dans l'éducation nationale, bien voilà, on voit bien que la difficulté qu'il y a à l'interne à coopérer ben, rejaillit même sur des innovations apportées. Ou alors il faut tout masquer, mais c'est pas possible. À un moment donné, on doit quand même expliquer ce qu'on fait. Et le risque de l'explication, c'est que les gens, c'est tellement compliqué déjà de travailler dans cette administration qu'ils ne prennent pas le risque. Voilà, donc on est pris dans toutes ces logiques. Ce qui fait que je regrette beaucoup de ne pas avoir pu faire vivre le plan de progrès tel que je l'avais imaginé. Et voilà, pour l'instant, j'en suis là. Je ne sais pas si c'est le bon outil. Je pense que ce qui était intéressant, c'était de faire se rencontrer, discuter métiers, les cuisiniers, les entreprises. Ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Il n'y a pas forcément besoin de plan de progrès pour le faire. Le plan de progrès permettait de donner une forme de légitimité à ces espaces réflexifs. Et puis, tout d'un coup, techniquement, ça n'a pas pu se mettre en place. Et bon, voilà, j'en suis là. Ouais, Thibaut, pour moi, il y a deux choses que je trouve importantes dans ton expérience. Alors, au-delà de ça, il y a effectivement la construction, ce que tu dis, c'est-à-dire combien ça demande aussi un effort interne de construction du plan et derrière d'organisation, avec le besoin de vérifier qu'on est prêt à faire face à ce plan. Et puis, il y avait un truc que tu avais résumé dans une formule que j'aimais assez bien quand on avait eu l'atelier ensemble, c'était mon objectif, c'est d'abord de changer le modèle économique des entreprises avec qui je travaille. C'est avec cette idée que derrière l'enjeu de pouvoir rediscuter après, je crois que dans ton marché, c'était 6 mois après le démarrage qu'il y avait prévu un temps de discussion sur l'exécution. Et qu'en fait, derrière cette question-là, ça permettait, alors comme tu l'as dit, ça se fait aussi dans les rendez-vous un peu de suivi, un à un, de dire voilà les difficultés que vous avez, de les repérer, un peu comme ce que fait Strasbourg une fois à l'année, de communiquer aussi sur des choses qui permettent d'orienter le modèle économique des entreprises qui répondent à ces marchés. Mais là, il y avait un truc un peu plus profond parce que je crois que si tu me dis si je me trompe, mais les deux critères qui finalement avaient été retenus, enfin les deux axes du plan de progrès, c'était un sur les aliments, la loi Egalim, augmenter la part. Alors ça c'était important, c'était augmenter la part des aliments Egalim, mais il n'y avait pas de X%, c'était à définir. Comment on fait ensemble pour faire plus face à la loi Egalim, qui est un problème pour les entreprises et pour vous. Et puis il y avait un deuxième champ sur le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire comment on fait pour plus mettre à la poubelle un volume important. Et on voit bien comment un distributeur de matière, là, on lui pose une question qui est un truc qui d'habitude ne lui pose pas de problème, parce que qu'il y ait du gaspillage alimentaire si je vends des yaourts, bah, c'est pas grave. Les yaourts sont vendus, une fois qu'ils sont vendus, ils sont vendus. Mais quand on commence à dire comment on fait pour qu'il y en ait moins qui partent à la benne, et pour autant que vous ne perdiez pas de l'argent derrière en changeant cette manière-là,
en fait, ça instillait un premier truc qui était une première marche vers les aider à se questionner sur leur propre modèle économique. J'avais trouvé ça, moi, particulièrement important. Tu peux peut-être nous dire comment tu étais parti sur l'élaboration de ces critères, sur quoi comment tu avais fait un peu ce travail d'identification, et puis ensuite, dans la discussion en interne aussi, comment ça a été reçu, parce que de mémoire, par contre, il y en avait 6 ou 8 que tu avais au départ prévus, et puis finalement, tu avais dû en laisser quelques-uns de côté, etc. De mémoire, il y avait quatre critères, et puis dans la discussion avec les collègues, on s'est dit, je me souviens plus, je suis désolé de mémoire, des autres critères, mais les deux qui étaient retenus, effectivement, cette augmentation de la part des produits Egalim, c'était des choses dont on sentait qu'il était possible d'avoir un peu la main, un peu une action. Ce qui était des autres critères, je ne sais plus ce que c'était, mais ça paraissait un peu éloigné, comme un peu ambitieux comme objectif, et c'était lié à la transformation du modèle économique. Tandis que là, on n'annonce pas la transformation du modèle économique, mais on annonce un peu plus de produits Egalimo-compatibles, étant entendu que si jamais la loi était bien faite quand même, si jamais on engageait des processus collectifs de définition, de redéfinition de comment on faisait, ça pouvait rentrer dans les critères Egalimo-compatibles. Donc on pouvait considérer qu'on avait toujours le même yaourt, pas très Egalimo-compatible, mais on le rendait Egalimo-compatible si on rentrait dans une discussion sur comment on gérait un peu mieux les déchets. Donc ça permettait de remplir les objectifs de la loi sans être contraint par des produits qui n'existaient pas encore ou qui étaient très chers, et en faisant le pari que dans la discussion avec les entreprises, on y arrivait beaucoup mieux. Effectivement, le deuxième axe était réduction des externalités négatives environnementales, tant au niveau du fournisseur que de celui de l'adhérent. Par exemple, réduction du gaspillage alimentaire. Parce que l'idée, c'est que si jamais alors les yaourts, ça marche pas très bien. Yaourt, fromage, c'est rarement gaspillé parce que ça peut se conserver, mais de temps en temps, il peut y arriver qu'il y ait du rebut. Mais si jamais on organisait les choses de telle manière qu'il n'y ait jamais ou le moins de rebut possible, à la fois avec le fournisseur qui ne livrait que les yaourts, il y a toute une gestion de stockage, tout ça, dans la chaîne du froid. Et puis, voilà, si on arrivait à n'acheter que ce dont nous avions besoin, ben, on se retrouvait à ne pas jeter ce qui est resté en trop. Eh bien, on pouvait partager le fait que au tenté, on avait jeté autant, mettons, on va dire 3%, ça coûtait autant à l'établissement. Ben, si on arrivait à jeter plus que 1 ou 0,05%, ben, le gain, on pouvait le partager entre le fournisseur et l'entreprise. Et ça voulait dire que peut-être qu'eux avaient changé une partie de leur organisation, peut-être que ça demandait des temps de réunion. J'ai toujours pensé que les livreurs étaient des gens quand même qui avaient une connaissance des, des- des- des lycées, des collèges, savoir qui mange quoi précisément, comment c'est organisé, où les gens vont bien, où les gens vont moins bien, et que la connaissance des livreurs qui font le tour de tout le monde, ça pouvait être un peu une forme de marginal séquent, là, celui qui a la connaissance de tout le monde, mais qui a sans avoir la main. Et cette connaissance, comment on la faisait ressortir d'une manière un peu plus structurée, sans être forcément officielle. Et tout d'un coup, on avait des discussions entre les gens qui étaient à la manœuvre. Enfin, c'était un peu l'ambition. Alors, je ne sais pas si ça voulait changer le modèle économique, parce que moi, je l'avais toujours en tête. Mais voilà, c'était quand même l'idée, hein, puisqu'on savait le coût d'un prêt était comment les acheteurs privés se comportaient vis-à-vis des producteurs, quoi. Et eux-mêmes étaient pris dans ces logiques-là. Ils savaient par exemple que. Et puis après, c'est un jeu de domino, parce que dans le prix de l'œuf, ce qui coûte très cher, c'est la nourriture que mange la poule. Donc ça veut dire que l'éleveur, enfin le producteur d'œufs, doit acheter. Alors il fait des poules bio locales, mais des œufs bio locaux, mais en fait les poules elles peuvent manger aussi des OGM qui viennent du Brésil ou d'Argentine, parce qu'il y a une pénurie de grains à un moment donné. Et tout à coup on avait une production mondialisée, alors on nous disait mais non, on fait de l'œuf local dans des petits poulaillers où il y a moins de poules, mais en réalité on n'était pas sorti de ce modèle industriel. Et pour certains fromages,
bah, les vaches qui mangent du grain, c'est pareil, elles mangent du maïs ou des choses comme ça. Bah, le fromage a moins de goût que quand c'est une production d'herbe locale. Donc les, les- les entreprises, enfin, c'est très étonnant ce monde de l'agroalimentaire ou de l'alimentaire. Ils sont tous cuisiniers. Enfin, c'est vraiment, peut-être c'est la France, hein, mais je pense que c'est partout dans le monde entier. C'est vraiment un monde où tout le monde se connaît. Les gens passent d'une entreprise à l'autre parce qu'ils font des carrières, comme on passerait dans l'administration publique d'un lycée à un autre parce qu'on fait carrière. Et en fait, c'est des mondes où les gens ont une exigence. Enfin, c'est quelquefois, enfin, je veux dire, la bouffe, c'est pas un truc à côté, hein, c'est vraiment important, quoi. J'ai découvert tout ce monde que je ne connaissais pas et c'était, je sentais chez tous ces acteurs une ambition, une envie de répondre aux questions qu'on se pose tous, voilà, et d'accepter de temps en temps de changer leur modèle. Bon, je ne suis pas non plus naïf, hein, c'est des grands groupes, il y a des trucs financiarisés, il y a des besoins de faire vivre et de faire de la rentabilité, on est toujours sur du volume. Voilà, très modestement, sur un marché, on pouvait monter tout d'un coup quelque chose d'un peu différent, sachant que dans un effort de massification de la dépense publique de la restauration collective, on, on- on sait qu'on peut peser quand même de manière sérieuse sur l'organisation des entreprises. Donc l'idée c'était ça, c'était de faire une petite expérimentation et de vérifier comment on pouvait mettre en ordre de marche l'ensemble des acteurs de ce secteur, de l'agriculteur jusqu'au mangeur, enfin je sais pas comment on dit, mais du producteur au mangeur. Tout d'un coup, on pouvait être un acteur un peu central dans la Restauco, puisque l'acheteur que j'étais avait la main sur le cuisinier, sur le distributeur et donc le livreur. Tout d'un coup, on était au cœur de ce système et en actionnant des petites choses comme ça, on pouvait commencer à faire changer les choses. Parce que les mangeurs, que les élèves, quand ils n'ont pas bien mangé à la cantine, ils sont capables de faire appeler leurs parents, et puis le chef d'établissement tombe sur le cuisinier, puis l'autre il se met en arrêt maladie parce que il a été évalué sur la qualité de son travail, ça met en jeu sa subjectivité alors que c'était autre chose. Donc on sait qu'on a des leviers, on était un peu central, quoi. J'avais une compréhension un peu politique de tout ça, et en me disant, tiens, là, il y a quelque chose à travailler. Donc je ne désespère pas, mais je regrette de ne pas avoir pu le faire vivre. Que je ne l'ai pas. Merci Je beaucoup. présente mes excuses pour cet échec. Ben, non, non, mais c'est un truc qu'on apprend. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, je pense, dans ce que tu peux là, c'est que ça donne un corps à la question de faire levier. L'idée de faire levier, pas que par le volume. Parce que il y a à la fois il y a la question du volume, mais il y a quand même l'idée de faire levier en co-définissant des critères, en orientant, en posant la question aussi de cette intégration du producteur au mangeur, enfin, en intégrant des questions d'externalité environnementale dans la discussion. Enfin, on voit bien tout, ça donne un corps à cette manière de faire levier. Peut-être pour pas prendre, enfin pour laisser pas mal de temps s'il y a des questions, des remarques, je vous propose peut-être de les prendre là et puis on voit, vous pouvez les adresser bien sûr à Thibaut ou moi pour qu'on puisse peut-être aller plus loin, préciser certaines choses, puisque à la fois une heure c'est un peu long et en même temps c'est très rapide pour rentrer dans des sujets aussi complexes que ceux qu'on aborde aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est vous pouvez soit lever la main, comme ça on vous voit apparaître sur l'écran, et ensuite ou vous signalez dans le chat si c'est plus facile pour vous. Alors, soit ça a été très très clair et absolument convaincant tout de suite, et il n'y a pas de question, ou alors c'est une timidité de la première question. Alors, merci Gwenaëlle. Alors ça, c'était une question dont j'allais vous dire qui a été posée tout à l'heure, plutôt au début de l'intervention de Thibaut. D'accord. Et Ah c'est oui, un je la vois aspect dans un le chat. petit peu enfin, voilà, qui vient préciser, enfin, c'est sur quelque chose que tu as dit, Thibaut. Allez-y Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, j'ai posé la question sur le chat
Parce que vous parliez justement de favoriser, enfin en tout cas de prendre davantage en compte la localité des fournisseurs, des producteurs. Et effectivement, alors nous, on commence à travailler sur la commande publique, mais c'est pas notre cœur de métier. On a des actions dans le cadre de notre PCAET à ce sujet-là. Mais c'est effectivement, quand on parle d'économie circulaire, c'est toujours voilà, le principe de localité, de préférence, préférer le plus territorial, etc. Donc, comment ça se concrétise dans vos marchés publics à ce niveau-là? On a une autre question, merci Gwenaëlle. On a une autre question de Jean-Denis Vautier. Merci pour le partage. Je n'ai pas bien compris les raisons de la non-poursuite du plan de progrès. Tu pourras nous en dire plus, Thibaut, peut-être sur ça. Est-ce qu'il y a une autre question? On puisse en prendre deux, trois avant de... Non, bah, écoute, je vais te laisser répondre, Thibaut, aux deux questions, je pense, et sur comment on fait pour à la fois favoriser du local sans enfreindre la loi, qui serait de dire c'est parce que c'est local que c'est pris, et puis les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de poursuite, pourquoi le plan de progrès ne se poursuit pas. Alors, le local, on le favorise par la question de la juste rémunération. On avait des critères juste rémunération des producteurs, et ça se matérialisait par le nombre d'intermédiaires. Ah, ça veut dire que si on fait le pari, on fait l'hypothèse que si on a un intermédiaire, c'est-à-dire que Pomona achète Pomona ou l'entrepôt de, enfin je dis Pomona, ça pourrait être Cisco, ou l'entrepôt du ou Proledis, l'entrepôt du ou un autre, l'entrepôt du fournisseur, il est localisé à Pékin, à l'Homme, voilà, dans la région. Et si on a un seul intermédiaire, ça veut dire qu'il va directement prendre un producteur. Et généralement, il ne va pas prendre un producteur qui vient du Pays Basque. Donc, on a cette hypothèse qui se révèle souvent vraie. Et donc, on cherche à matérialiser un des critères comme étant le nombre d'intermédiaires. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a L'autre critère, c'était produit transformé dans le même pays. Donc ça marchait bien pour certains produits. Hein, je sais pas moi, vous faites alors, nous on fait du maroilles, mais maroilles dans le Nord-Pas-de-Calais, ça marche très bien. C'est un fromage très puissant qui permet de passer l'hiver, au moins avant le dérèglement climatique et le réchauffement climatique. Historiquement, ça servait beaucoup à ça. Et là, on a produit, transformé, enfin, on avait quelques mots comme ça. On arrive à dire que on fait l'hypothèse que voilà, les gens sont dans le local, et ça permettrait de favoriser le local. On a une usine Danone qui dit acheter son lait aux agriculteurs du coin, puis de temps en temps, elle peut aller un peu plus loin. On était embêté par le fait que nous, local, par exemple, la Belgique, c'est chez nous, et en fait, le territoire, c'est la France quand on fait les marchés publics français. Donc on peut aussi se retrouver avec des produits qui viennent de très loin, alors qu'on ne pourrait pas prendre les produits qui sont à 5 km de là, en Flandre ou en Wallonie. Bon, voilà, on avait une réflexion un peu comme ça sur tous ces sujets. Donc c'était surtout la juste rémunération des agriculteurs, et puis essayer de vérifier que le produit, il y a moins d'intermédiaires possibles entre le producteur et le mangeur. Et après, donc sur le plan de progrès, mais en fait, le chef d'établissement a dit je ne souhaite plus que le lycée soit coordonnateur du groupement de commandes, ce qui fait que je ne me voyais pas faire vivre un plan de progrès qui demandait quand même une forme d'engagement vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des collègues cuisiniers. Enfin, des questions d'organisation réflexive, c'est un peu prenant.
Et au bout de 3 ans ou de 2 ans, de dire, bah, c'est pas moi qui refais le marché, j'ai pas la légitimité puisque le lycée n'est plus coordonnateur du groupement de commandes. Donc c'est un autre lycée avec un autre personnel, peut-être certainement moins sensibilisé à la question. Et donc on aurait commencé à engager. Puis moi, humainement, je me sentais pas, voilà, c'est prenant ces histoires. Et puis si j'ai pas la légitimité ou je sais que plus tard ça va pas marcher, moi j'ai un peu abandonné le truc. Mais le fond, c'est que techniquement ou juridiquement, le lycée ne souhaite plus être coordonnateur du groupement de commande. Donc, comme c'est des postes attribués aussi dans l'administration de l'éducation nationale, avec si vous avez un groupement de commande, vous avez de la NBI, vous avez un ETP ou un demi en plus. Bah, donc voilà, donc moi j'ai dû simplement suivre le marché, l'évolution des prix. J'ai fait à minima ce qu'il fallait faire, mais je ne me suis pas engagé dans la mise en œuvre de ce plan de progrès. Peut-être pour compléter, Thibaut, ta réponse sur le premier point, là, sur la question du local, moi, je trouve que l'important, c'est pourquoi on essaie de favoriser le local. La question, c'est parce que je pense que ce qui est dangereux, c'est quand on dit on fait du localisme pour faire du localisme. On fait ça comme ça. Derrière, c'est parce qu'il y a bien des raisons et des enjeux qui sont pris par la question du local. Je crois que c'est Rennes, alors je ne sais plus si c'est l'agglo ou la ville de Rennes seule, qui dans sa commande de produits, notamment de maraîchage, a intégré la question de gestion de l'eau du pays rennais. Vous voyez, ça veut dire que là, pour être acteur quand on vend des carottes, il suffit de produire des carottes. Si vous devez produire des carottes et de la gestion de l'eau du pays rennais, ben, vous ne pouvez pas être sur la Lune. Vous êtes obligé d'être pas très loin du pays rennais. Et donc aussi de démontrer ou de travailler avec des acteurs du local, c'est-à-dire obtenir quand même l'effet qui vous intéresse, parce que le fait, par exemple, de faire du maraîchage raisonné près d'une ville, c'est aussi une question de gestion de l'eau. Et on peut en trouver sans doute d'autres. Hein, la question, c'est-à-dire les questions de proximité, il y a aussi les questions d'entretenir un tissu ou d'avoir une capacité à échanger de manière fréquente, par exemple sur la programmation des cultures, ce genre de choses. Si vous êtes un acteur international et que vous avez des bureaux partout et que vous avez juste à quelqu'un qui vient pour discuter de ce que vous faites, c'est pas la même chose que de discuter de la programmation, et la réduction d'intermédiaires fonctionne aussi dans ce cas-là comme un moyen aussi de remettre l'intérêt du local. Je pense que moi, ça c'est un point que je trouve intéressant, c'est quand on pose des critères, on peut aussi avoir la conséquence de relocaliser les choses, mais en fait, par l'idée qu'on a besoin de prendre en charge un certain nombre d'enjeux. Alors, on a Jérémy qui, du coup, a une question. Allez-y. Une question, en fait, c'est plus pour rebondir à ce que vous venez de dire. Moi, j'ai eu le cas inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelques temps, donc pardon, je travaille dans une collectivité, mais je suis pas du tout sur le segment achat, je suis chargé de projet économie circulaire. Et donc, il y a quelques temps, mes collègues de la commande publique m'ont convié sur une journée entière pour leur expliquer, grosso modo, économie circulaire, commande publique, qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors, ce qui était assez amusant, c'est que moi, je leur ai beaucoup parlé de FC et eux, ils s'attendaient à ce que je leur file des tuyaux pour faire des analyses du cycle de vie. Et voilà, et j'ai bien senti en fin de journée que même s'ils étaient très intéressés par le FC, l'outil d'ACV, c'était quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Et là, il y a quelques temps, il y a eu un marché qui est passé sur des fournitures de bureaux. Et dès que j'ai appris de ça, j'ai un petit peu sauté sur l'occasion. J'en ai parlé avec l'acheteur qui gère ça. J'ai dit alors, t'en es où tout ça? Elle me dit oui, on en est là. J'ai dit ok. Et t'as entendu parler de l'IRECO? Elle me dit oui, oui, bien sûr, ils ont répondu, mais le problème, c'est que nous, justement, on veut bosser avec le local et l'IRECO, c'est des grands vilains internationaux, voilà. Et donc, moi, j'ai beau savoir que c'est des grands vilains internationaux, je sais aussi que ça fait partie des vidéos pour expliquer l'EFC qu'il y a sur l'Institut. Et donc, j'ai communiqué le lien vers la vidéo en expliquant à ma collègue, oui, mais voilà, c'est quand même des gens qui sont pionniers, qui sont peut-être pas une petite entreprise familiale du coin, mais voilà, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que parfois, il vaut mieux pas favoriser des acteurs qui ne sont pas forcément locaux, mais qui sont dans une dynamique qui est assez
vertueuse du point de vue de l'EFC, où voilà, il y a aussi un biais peut-être à vouloir trop se mettre sur le côté local, et finalement on peut aussi avoir des acteurs locaux qui n'en ont pas grand-chose à cirer de l'ancrage territorial ou de considération d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité. Merci, mais c'est justement pour ça, merci beaucoup Jérémy, c'est justement pour ça que je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est pas local ou pas local, c'est à quel enjeu c'est censé répondre. Alors, si c'est des enjeux pour l'agriculture, de gestion de l'eau, des enjeux de paysage, enfin on peut imaginer des tas d'enjeux locaux à travers ces questions-là, mais c'est l'enjeu qui fait l'intérêt du local. Je ne suis pas sûr que la fabrication de stylos et de ramettes de papier ait toujours les mêmes types d'enjeux. Pourquoi pas, hein, mais c'est là où je pense que c'est pour ça que je pense que si on met en avant un critère en disant il faut que ce soit pas loin parce qu'il faut que ce soit pas loin, ça tombe un peu à l'eau. Si il faut que ce soit pas loin pour des questions par exemple, de logistique, d'éviter de produire trop de transport, si c'est pour prendre en charge des questions de gestion paysagère, de gestion de l'eau, des questions sociales, là, ça prend du sens, le fait que ce soit local. Ça tombe un peu court, l'argument uniquement local, je pense. Mais effectivement, l'IRECO, c'est intéressant comme entreprise aussi pour son propre fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions encore, remarques? Alors, Mélanie et Clémence. Oui, bonjour, merci à tous les deux pour cette présentation. Moi, j'avais une question parce elle a été un petit peu appuyée, mais j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Puis j'ai eu aussi un retour d'expérience par rapport à ça sur finalement ce qu'a apporté le processus d'essayer de faire différemment. C'est-à-dire que, voilà, tu parlais Romain, alors on est arrivé un petit peu tard, malheureusement on n'a pas eu le début de la présentation, mais sur le lien entre la collectivité et les entreprises avant, pendant, après le marché, ce que ça a pu apprendre aussi, comment on apprend à communiquer, ce qu'on apprend quand on est une entreprise sur la collectivité et vice-versa. Thibaut, je trouvais ça très intéressant sur ce que tu disais sur l'apprentissage, sur les livreurs finalement qui connaissent extrêmement bien les écoles du coin, à quel endroit les personnes aiment travailler ou non, où c'est qu'on va livrer quoi, etc. En fait, voilà, qu'est-ce que le processus finalement d'essayer de faire différemment dans la commande publique, qu'est-ce que ça a pu apporter? Est-ce que vous avez, par exemple, Thibaut, gardé quelque chose de ça? Vous en avez fait quelque chose? Est-ce que finalement, il y a eu peut-être une poursuite au niveau aussi des cuisiniers sur comment traiter avec les livreurs pour qu'ils arrivent à l'heure et que leur expliquer, on va dire un peu plus calmement que non, il ne faut pas qu'ils arrivent entre midi et 2 ou juste avant parce que au niveau du travail, ça ne marche pas, etc. Voilà, est-ce que finalement, parce que je trouve que pour moi, c'est un des aspects, alors je dis pas le plus intéressant, mais en tout cas très intéressant sur l'apprentissage au niveau aussi du travail des uns et des autres et du coup au niveau de la coopération des différents acteurs impliqués dans le marché, ou qui vont l'être en tout cas. Et voilà, du coup, je voulais appuyer un petit peu plus sur ça, parce que ce que j'entends, ce sont des effets finalement ou des découvertes un petit peu que l'on a eues au fur et à mesure que l'on mettait en place le marché. On avait eu une expérience, j'avais entendu une personne qui nous avait présenté, alors c'est aussi dans un collège sur l'alimentaire, elle gérait le marché public d'un groupement d'écoles, collèges, etc. Et elle avait mis en place un jury, les yeux bandés, qui allait goûter, on va dire, les différents aliments qu'on leur proposait pour essayer de favoriser justement, là encore, le local, le bio, etc. Et finalement, ça n'avait pas loupé. C'était bien, effectivement, on va dire, plus le bio qui avait été choisi au goût, donc dans ces critères. Mais ce que ça avait fait aussi, c'est que les personnes du jury, c'était aussi des personnes, c'est-à-dire ses collègues, qui goûtaient. Et donc, ça avait créé du lien entre les différents collèges et les collègues avec qui ils travaillaient derrière. Ces collègues revenaient en disant, bon, c'est quand qu'on fait un nouveau marché, qu'on puisse de nouveau, en gros, faire un goûter tous ensemble, etc. Ça avait créé aussi un lien avec les élèves qui avaient créé une association derrière pour pouvoir favoriser le bio, l'environnement, etc. Donc, ça avait eu en fait tout un tas d'effets. Le processus finalement de mise en marché pour essayer de faire un petit peu différemment.
Donc, ma question, c'est vraiment sur ce processus et les effets. Est-ce que, pour toi, Thibaut, voilà, vous avez gardé des choses au niveau des livreurs, des cuisiniers, est-ce que vous en avez fait quelque chose ou non? Et comment, bah, finalement, on peut prendre au mieux en compte ces effets, finalement, ou ces connaissances, ces découvertes que l'on a pendant le processus de la mise en marché? Donc, moi, je n'ai pas le sentiment enfin, ils sont sur leur faim parce que le cuisinier vient me dire, ouais, c'était chiant ton truc, machin. Et je lui dis, mais peut-être que tu as envie de toi de piloter le groupe réflexif avec les cuisiniers. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti qu'il était hyper intéressé en se disant, oh, quand même, je ne sais pas si je vais savoir le faire, mais j'ai senti que c'était à deux doigts de basculer, hein, parce que le- les collègues ont besoin d'échanger. Les cuisiniers, entre eux, ils se comprennent, hein. Ils sont tous pris. Alors aujourd'hui, les chefs de cuisine, il faut comprendre un peu comment ça marche. Le chef de cuisine ne cuisine plus du tout. Le chef de cuisine, c'est un manager d'équipe. On lui dit, tu dois faire les commandes, faire les machins, gérer tous les gens qui font... voilà. C'est le second de cuisine qui fait la bouffe, c'est-à-dire le cœur du métier le plus intéressant. C'est le second de cuisine qui s'en occupe. C'est lui qui a ou les engueulades des élèves ou des profs quand c'est pas bon, ou alors le retour, la reconnaissance de tout le monde quand ils voient les plats. Quand j'ai un ami qui est seconde cuisine dans un lycée à Arras, il m'explique comment il fait à manger, comment il se donne dans le truc, et puis quand il voit ce qu'on appelle les gastros, donc les grands plats revenir vides, là où à l'époque c'était à moitié mangé, ça c'est des critères vachement puissants, hein, mais en fait, tout le monde, ça ne poursuit pas, et je pense que la, le besoin de réflexif existe, quoi. Je veux dire, je suis persuadé que. Et alors, le corollaire, que ça ne se poursuive pas et que le besoin existe, c'est qu'il y a un turnover énorme dans toutes les cantines. Je veux dire, aujourd'hui, il y a pour des questions de statut différents entre les titulaires, les non titulaires. Et c'est très étonnant parce que j'ai un ami qui est haut fonctionnaire à la commission, non pas de Bruxelles, mais à Luxembourg, parce que les bureaux sont à Luxembourg, c'est la direction générale de la traduction. À un moment donné, il m'a expliqué qu'il est devenu directeur général des cantines du Luxembourg, et on discutait, on a exactement le même problème entre le cuisinier, le livreur, la grande plonge, la petite plonge, les tensions. Et au bout d'un moment, il a arrêté, il a dit c'est trop compliqué, je m'en sors pas, j'ai fait ça pendant 3 ans, ça va. Donc on est pris dans les mêmes logiques en réalité. C'est ce que ça m'inspirait, quoi. Et je pense qu'il y a un besoin de rediscuter tous ces trucs-là. Alors, la part alors, les commissions de dégustation, on en fait. C'est très amusant, les commissions de dégustation. On se voit tous, on est entre collègues, j'ai passé une matinée entière à couper tous les fromages, à les étiqueter pour que ce soit. Alors, il faut étiqueter, il y a 40 fromages à goûter, mais comme il y a 6 fournisseurs, ça fait 40 fois 6 avec autant de petits morceaux qu'il faut faire. Donc, il y a une grosse meule qui arrive, on prend un tout petit morceau, puis au bout de 2 heures de dégustation, quand on finit par le master, bon, après, on mange plus du tout pendant 3 4 jours parce que faut l'estomac accroché. C'est très drôle. Ce qui est moins drôle, c'est quand on goûte les cornichons et les huiles. Alors, c'est un peu moins drôle que le fromage, mais ça crée plein de liens avec les gens. Ça arrive que les gamins soient associés si c'est la volonté du chef d'établissement, mais comme c'est le niveau pédagogique, alors nous on est le niveau administratif, et si ça ne rejoint pas une dimension de la pédagogie, donc ça veut dire un prof qui s'y intéresse, ou un chef d'établissement qui est sensible, ou un adjoint gestionnaire. Et donc moi je ne l'ai pas rencontré, je l'ai proposé au chef d'établissement qui a dit non, on ne met pas les enfants dans la commission de dégustation. Et puis voilà, donc on a. Et puis bon, souvent c'est aussi les cuisiniers, c'est-à-dire quand on goûte des merguez brutes dans cuite, ben voilà, c'est les cuisiniers qui savent. Enfin, quand on goûte, ils les goûtent pas, mais ils voient la texture de la viande. Si on met des enfants, ils sont pas au courant. Les enfants, ce qu'ils voient, c'est à la publicité tel yaourt, et on voit le même dans le dans la présentation dans la chaîne, ben on va prendre celui-là. Enfin, il y a un effet quand même fort de publicité. A contrario, quand je sais plus si c'était Belle, je crois, qui me donne des yaourts de cantine, et puis il faut les manger parce que bon,
c'était des échantillons, donc je les ai mis chez moi. Mes enfants passent et disent ah papa, t'as les mêmes yaourts qu'à la cantine. Ça fait des effets, mais c'est pas massif, quoi. C'est pas des trucs. Par contre, ça crée beaucoup de liens entre les collègues, les commissions de dégustation. Nous, on a beaucoup de plaisir à se rencontrer en dehors de nos établissements pour discuter un peu de ce qui se joue, comment ça se passe. C'est tous ces temps réflexifs de rencontre que moi j'avais essayé d'instituer, bon an mal an. Et puis bon, voilà, au bout de 5 ans, j'avoue que j'ai un peu. C'est pas que je sois épuisé, mais quand même, il n'y a jamais eu autant de besoins et c'est toujours aussi difficile à piloter, à mettre en œuvre. Il faut des conditions entre le technique et le politique. Il faut que ce soit ajusté. Enfin voilà, il y a- je n'ai pas réussi à créer la communauté de pensée et d'action suffisamment forte pour pouvoir tenir l'ensemble de tous ces dispositifs. Et puis, de mon poste de travail et d'observation, je vois bien que c'est la- le choix qui est fait souvent, c'est quand on dit le pas de vague, c'est un choix qui est pas inintelligent. Euh, on ne cherche pas à changer les choses. De temps en temps, ça monte, donc on instruit, puis tous les 6 mois, enfin voilà, ça se tend, ça monte tous les 6 mois, et ça se répète. Mais grosso modo, c'est à peu près entendu que ça fonctionne comme ça, à minima, avec plein de gens en difficulté qui font des mutations un peu tout le temps. Mais c'est- j'ai l'impression que c'est plus facile pour tout le monde de prendre en charge cette question que de s'aventurer dans des effets d'opération qui pourraient être de nature à déstabiliser plus fortement en fait, les modèles actuels, à une prise de risque, à mon avis, politique pour les institutions qui n'est pas si simple que ça. Et là, j'ai pas trouvé l'espace de discussion de cette question au niveau des chefs d'établissement. Pendant la Covid, j'étais syndicaliste, j'avais mis en place une visio avec les chefs d'établissement et les collègues de l'administration. Tout d'un coup, on pouvait discuter avec un chef d'établissement, mais pas de problème de cantine, de problème de l'administration. Et tout d'un coup, il y avait un espace un peu à part où on avait accès à un chef d'établissement, mais à qui on s'adressait comme si on s'adressait en fait aux siens, en essayant de faire remonter des problèmes d'organisation du travail. Et il y avait un espace extrêmement intéressant, mais ouais, c'est 80 000 personnes, les 4 000 Lille, donc c'est multinational, voilà, donc c'est quasiment. Quand Pape Ndiaye reçoit les chefs d'établissement pour l'histoire qui s'est passée près de chez moi, de la jeune enfant qui s'est suicidée, c'est 14 000 personnes dans une visio. Moi, je pense que 14 000 personnes dans une visio, ça me paraît compliqué de faire progresser des questions où on a besoin de temps de se poser, de se comprendre, de se retrouver, de se rencontrer. Je suis un peu dans une expectative comme ça. J'arrive pas bien à savoir où je peux relancer cette affaire-là, quoi. Pour l'instant, j'en suis un peu là. Ouais, Il est merci. 14 heures, ouais, merci beaucoup Thibaut et Je Romain. pense que c'est bien, c'est parce que tu nous donnes c'est un peu une des missions de l'Institut que de trouver les voies, de faire résonner ces trucs-là pour que se Ouais, constitue ouais, ouais. la communauté de pensée et d'action, comme tu le dis. Et ben, là, le fait qu'il y ait d'ailleurs pas mal de monde aujourd'hui, je pense que ça contribue encore une fois à diffuser. C'est un travail de longue haleine, tout ça. Je te laisse conclure, Roxane. Ouais, bah merci beaucoup à vous deux, effectivement, à la fois pour le cadrage et le partage d'expérience. Et simplement pour vous dire donc qu'on va vous envoyer par mail le lien de la visio, donc de l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à le diffuser autour de vous si ça vous semble utile. Et puis on vous enverra également dans les prochaines semaines une fiche synthétique qui reprend un petit peu les points clés en fait des apprentissages et des éléments qui se sont partagés lors de l'atelier qui avait été co-animé par Romain. Voilà, donc vous aurez ces ressources à votre disposition dans votre boîte mail dans les prochains jours, semaines pour la fiche. Jour pour le lien et semaine pour la fiche. Voilà. Et merci beaucoup pour vos contributions et votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup.